Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre LGF, c'est votre émission au quotidien en ce vendredi 18 décembre, j'espère que vous allez bien. Journée internationale des migrations et journée aussi internationale de la langue arabe. On va essayer de parler arabe peut-être tout à l'heure, je sais pas. En tout cas, Tarek Mami nous fera un papier là-dessus, bien entendu, sur ces deux journées en particulier, puisque nous recevrons aussi tout à l'heure Saladine Lemezi, qui est journaliste spécialisé dans les questions migratoires, membre du collectif de la Charte, qui sera avec nous tout à l'heure à 17h pour nous parler bien sûr de tout cela. Et le sujet à la une aujourd'hui, bien entendu, c'est en rapport avec ce qui s'est passé hier. Vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé, une prise d'otage à Domont. Et Domont, après la prise d'otage où un homme a tué son épouse, qui avait déjà porté plainte pour violence avant de se suicider. Pensez-vous que l'institution a failli? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, le grand forum FM2. Et vous pourrez évidemment nous appeler tout à l'heure. Pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Karim Alouage, banquier d'affaires. Salut mon Karim. Salut Christophe, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs, bonjour à tout le monde, à toute l'équipe. Très heureux d'être là, après une semaine d'absence. Oui, c'est vrai, mon cher Karim. Tout va bien ? Écoute, tout va bien. Bon, vous le savez aussi, La Belle Histoire est avec nous. La Belle Histoire, bonjour. Édition spéciale peut-être. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de 16h, en effet très exceptionnellement, un hommage particulier à un journaliste ayant passé 32 ans, 28 jours à vous présenter le journal de 13h et qui a tiré sa révérence tout à l'heure, Jean-Pierre Pernaut, et tout à l'heure nous lui rendrons hommage à travers son prédécesseur Yves Mourouzi. Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur France Maghreb 2. C'est vrai que c'était sa dernière aujourd'hui. Jean-Pierre Pernaut, c'est une institution à lui tout seul. Hein. Je l'ai regardé. Ah ouais? Ah ouais. C'était émotionnellement... Ouais, c'est bien. C'est que c'est le seul journaliste du journal TV qui fait son journal sans prompteur. Il l'a jamais fait avec un prompteur. Ça se voit des fois, oui, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre Pernaut, au-delà des presque 33 ans du journal des 13h, il a animé 3 ans le journal de la nuit dès 1975 et 2 ans en coprésentation avec Yves Mourouzi. Déjà. Ah ouais. Donc, ce qui est pas loin de presque 39 ans de journal télévisé. C'est quand même une vie. C'est une vie, effectivement. Et là, vous savez qu'il va créer sa télé, JPP. Ah oui, il va créer ça. Comprendre qu'il c'est déjà sur LCI, le cas, puisque c'est déjà en ligne. Ouais, c'est déjà en ligne, donc il a créé sa chaîne de télé. Bon, après, il va faire quelques apparitions sur LCI, c'est resté dans le groupe, en fait, dans le groupe TF1. Écoutez, on lui souhaite en tout cas bonne chance et bravo pour cette belle prestation, parce qu'aujourd'hui, de rester plus de 30 ans à la télé, c'est quand même une sacrée prestation que peut pas se permettre tout le monde. Aujourd'hui, ça va très vite et ça dégage aussi vite. Et bien voilà, donc, tiens, DJ Nabil, comment ça va mon DJ ? Ah, ça va très bien, et toi ? Bah oui, ça va. Donc, qu'est-ce que tu fais là dans le grand forum, toi ? Bah écoute, on m'a dit que le vendredi c'est mamie, mais il est toujours pas là, donc à l'heure actuelle je le remplace. Très bien. Juste pour le quiz. Hein. Ah, tu veux jouer au quiz ? Voilà, c'est tout. En fait, il savait que je venais, donc il est venu. C'est pour ça. Dès que j'avais Karim qui était là, je me suis dit hop. Bonjour la belle histoire. J'espère que tu vas bien. En tout cas, tu vas nous ambiancer ce soir. DJ Nabil, il est là, il est présent sur France Maghreb 2. Effectivement. Bon, alors, justement, puisqu'il veut du quiz, il y en a, avec quelques petites questions en rapport avec ce qui s'est passé en 18 décembre. Qu'est-ce qui a été aboli en 1965, aux États-Unis ? L'esclavage. Oh, bravo, monsieur Nabil. Voilà. 13e amendement, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Pour l'abolition donc de l'esclavage aux États-Unis. Qu'est-ce qui a été aboli cette fois-ci en Grande-Bretagne ? On est un petit peu plus près de nous, 1969. Aboli. Qu'est-ce qui a été aboli en Grande-Bretagne en 1969 ? L'interdiction de l'avortement. Non, monsieur. La belle histoire. Google. La belle histoire, je sais pas, il est où là ? Moi, on triche pas chez moi là. Oui, la belle histoire. Qu'est-ce qui a été aboli en 1969 en Grande-Bretagne ? Peine de mort. La peine de mort. Bravo. Est une bonne réponse. Je cherche à présent un chanteur français mort en 2001. Il était surnommé l'homme Monsieur 1000 volts.
100 000 volts. 100 000 volts. Oui, Oui. Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, voilà. Bien la joué. belle histoire, bien joué. Gilbert Bécaud, l'homme aux 100 000 volts. Il paraît qu'il dévalisait des cartons de whisky avant le concert, lui. C'était un sacré Ah bon nul. Ah ouais. Les cigarettes et le whisky, c'était très très fort chez lui. Nathalie. Voilà, Nathalie, c'est ça. Ouais, effectivement. Mon ami Larose, qui avait repris d'ailleurs à un moment le Parti Socialiste, c'était lui, c'était Gilbert Bécaud, la chanson. Oui, et une chanteuse qui s'appelait Natacha Atlas, il me semble. Oui, Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais Oui, mon ami Larose, oui. mon ami Larose, c'était Bécaud. Hein. Ouais. Ah oui, non, c'est... Non, c'est pas mon ami Larose d'ailleurs. L'important, c'est la L'important, c'est la voilà, rose. merci. L'important, c'est le titre de la chanson. Et ça avait été repris, je me souviens, par le Parti Socialiste à l'époque. Bon, quand on voit ce qu'il est repris devenu. par Thierry Leluron aussi. Oui, un petit peu plus tôt. Mais quand on voit ce qu'est devenu le Parti Socialiste, bon, faut peut-être mieux s'abstenir. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. 16h14, je cherche à présent un musicien, auteur, compositeur et guitariste né en Angleterre en 1943. Alors, pour petit indice, ce fut le cofondateur. Comment? McCartney, Paul Non, ça a été le cofondateur du groupe The Rolling Stones. Ah, le cofondateur. Le cofondateur. Mick Jagger. Non, ce n'est pas Mick Jagger. Non, ben non. Le cofondateur, j'ai dit. Comment il s'appelle? Moi, Comment il s'appelle? Je le vois physiquement, mais... Attends. purée. Gogol. Bobby. comment il s'appelle Non, pas Non, je ce sais n'est pas pas, Bobby. pas Bobby Keys. Non, je cherche un musicien, auteur, compositeur et guitariste né en Angleterre en 1943, Oh, mon cofondateur du groupe The Rolling Stones, groupe de rock, bien sûr. Kate Richard. Kate Richards est une excellente réponse, monsieur Karim Voilà, c'est ça. Alouache. Je cherche- Karim qui l'a dit, c'est moi. Ah, c'est toi, pardon. Putain, mais merci. Non, c'est moi. Il a même pas reconnu ma voix. Pardon, Pourtant, il a monsieur. le masque, Karim. Hein. Pourtant, Nabil, excuse-moi. Voilà. Je cherche à présent un réalisateur, cinéaste américain, né en 1946. Indice. Les Dents de la Mer ou encore Il faut sauver le soldat Ryan. L'autre, Steven Spielberg. Steven Ouais, Spielberg est une bonne réponse. bien joué. Enfin, je recherche un auteur, un compositeur, chanteur français né en 1948 à Paris. Laurent Voulzy. Laurent Voulzy est une excellente réponse, Karim, Belle-Île-en-Mer, etc., etc. Excellente réponse. C'est fini. Bah oui. Ça Il y est. n'y a pas un truc sur le sport, rien. Non, il n'y a pas de sport. Parce que là, il y a tout le monde à deux. Hein. Je sais pas si t'es au courant. Bah voilà. Faut qu'on départage. Bah tout le monde à égalité. Voilà, Ah, bon, c'est écoute. parfait. C'est Merci ça. Christophe hein, Bah, d'avoir accepté Je mon. t'en prie, Nabil. Tu vas me chercher Monsieur Mamie par contre Si je le trouve, oui, il n'y a pas de problème. Parce que Il veut pas c'est venir. vrai que la radio est tellement grand qu'on a perdu dans les couloirs. Sinon, il a un très beau remplaçant. non, mais moi, non. Tu vas. Non. Non, tu peux rester. Oui, mais quoi tu veux que je parle Bah, on verra. Non, merci. Sans façon. Il va parler de sport, notre ami Moi, je vais Karim parler Alouache, sport, donc dans c'est un bien. Ah, instant. peut-être. Alors, je vais rester pour le Karim sport. Alouache va nous parler de sport. Attends, j'essaie de retrouver ce que je t'ai envoyé. Bonjour à tous. Bonjour Oui. à toutes. Qu'est-ce qu'il y a, la belle histoire? Ah oui, la belle histoire. Karim, un petit mot pour la belle histoire, un mot qu'il devra mettre dans sa chronique de fin d'émission tout à l'heure. Un mot. Un mot pour la belle histoire. Ouais, un mot. Qui te passe par l'esprit comme ça. Diouf. Diouf. En lien avec l'actualité. En lien avec tes. Oui, c'est en lien avec l'actualité. C'est en lien avec l'actualité, démerde-toi maintenant. Ouais, je crois même d'ailleurs que c'est l'anniversaire de Pape Diouf d'ailleurs. Et voilà. Et voilà. C'est ça. C'est T'as pour vu, ça je que suis c'est en bien, lien. hein. Nabil, un petit mot pour la belle histoire? Qui est en lien avec l'actualité Ouais, bah, pas forcément. Il se démerde, vas-y, complique la tâche un peu. Non, vacances. Vacances. Je suis en vacances ce soir. Ah, c'est pour ça. Vacances pour Nabil. Tout simplement. Bon. Bon, allez, je vais chercher Monsieur Mamie. Bon courage. Et Bonne moi, émission. tiens, je vais t'en donner un, moi. Christophe. Oui. Oui, voilà, exactement. On a eu la même pensée au même moment. C'est ça. Donc je vais te donner aussi un petit mot qui me passe par par l'esprit. Voilà, c'est ça. Je vais te donner le mot suivant. Adieu. Ah, j'aurais préféré au revoir. Moi. Ben non, ça aurait été trop facile. Adieu. Ad- En rapport avec Jean-Pierre Attends, Pernaut. T'as rien à nous annoncer. Non, absolument Ah. pas. Non, tout va bien, t'inquiète pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Bon, restez avec nous dans un instant. On parle de sport avec Karim Alouache sur France Maghreb 2. On parlera de ce qui s'est passé hier à Daumont avec cet homme qui a fait une prise d'otage. Il a retenu son ex-femme. Il l'a tué, puis il a retourné l'arme contre lui.
Sauf qu'il y avait déjà un précédent et la femme avait déjà porté plainte pour violence. Est-ce que l'institution a failli? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez, bien entendu, en ce 18 décembre. Soyez les bienvenus, un peu de pub, on fait rentrer un peu d'argent dans la caisse et on est de retour très vite. Ça s'appelle le Grand Forum et on est là tous les jours du lundi au vendredi, mes amis, sur France Maghreb 2 avec Karim Alouache en ce vendredi et normalement Tarek Bami, on l'a toujours pas retrouvé. Il ne devrait pas tarder d'apparaître. Nous parlerons de la question migratoire, mon cher Karim, parce que c'est la journée internationale de la question migratoire aujourd'hui, et nous recevrons un journaliste spécialisé dans la question migratoire tout à l'heure pour notamment parler de la fameuse charte éthique pour la couverture médiatique des migrations, et donc tout à l'heure à 17h pour faire un petit peu le point sur cette question importante. C'est aujourd'hui, sachez-le aussi, la journée internationale de la langue arabe. Et nous en parlerons aussi à double titre, puisque Tarek Bami nous prépare un petit papier là-dessus. Et je vous rappelle la question à la une, laquelle vous pouvez répondre d'ores et déjà si vous le souhaitez, pour nous appeler au 01 40 33 9000. Daumont, hier, après la prise d'otage où un homme a tué son épouse, qui avait déjà porté plainte pour violence avant de se suicider. Pensez-vous que l'institution a failli? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Mais avant toute chose, avec notre ami Karim Alouache, nous allons parler de sport. Karim, qui est un féru de sport, hein, Karim. Oui. Et en ce moment, oui. En ce moment, oui. Très bien. Bon, alors on t'écoute, mon Karim. Moi, je voulais en fait parler d'un phénomène et vous poser une question aussi, chères auditrices et auditeurs, à savoir, est-ce que le sport a un impact dans la société, par exemple sur l'économie, sur la santé, et à l'inverse aussi, est-ce que la société a un impact dans le sport? On pourra, par exemple, évoquer un cas qui me tient à cœur, c'est quand Karim Benzema, meilleur attaquant de tous les temps, quasiment, meilleur joueur du Real, enfin il a un record de, je crois, 520 matchs ou quelque chose comme ça, il est en train d'égaler les meilleurs buteurs de la Champions League, et à quand, par exemple, Karim Benzema pourra revenir en équipe de France? Voilà. Jamais. Allez, c'est la question, Karim, je te réponds, jamais. La question, c'est, pensez-vous que le sport a un impact sur la société, et pensez-vous que la société a un impact sur le sport? Oui, on en parle avec vous, 01 40 33 9000. D'ailleurs, Zidane a dit de Benzema que c'était le meilleur attaquant au monde. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, d'ailleurs. Tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et puis, quand je parle d'impact sur la société, on pourra aussi évoquer un peu le racisme dans le sport, par exemple. Oui. Le racisme, on l'a vu d'ailleurs dernièrement, a un impact aussi, est extrêmement présent dans le foot. On l'a vu avec l'histoire de PSG Istanbul il y a quelques jours. Par exemple. Cette histoire du 4e arbitre, voilà. En tout cas, voilà, on peut en parler si vous le souhaitez avec nous. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Est-ce que le sport a un impact sur la société, ou est-ce que l'inverse, finalement? Mais oui, le sport a un impact, mon cher Karim, parce que, par exemple, si on prend ne serait-ce qu'un sport, le football, c'est toute une économie parallèle, le football. On le voit avec les droits TV, avec ce qui s'est passé avec Mediapro, par exemple, Karim. Oui, exact. Non, mais c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, le sport et la société, on peut parler de l'économie, mais on peut parler aussi de la santé mentale. On sait tous que, par exemple, moi je repense à France 98, la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Je pense que tout le monde se sentait bien, ça a été une période euphorique et on a passé un très bel été et une très belle période de fin d'année. Économiquement, tout le monde avait envie de travailler. C'est le seul moment qui a réuni un peu tous les Français. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, ça faisait du bien, d'ailleurs. Tous les Français. Voilà, et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit. La France, si on prend les statistiques de l'époque de l'après-Coupe du Monde 98, tous les voyants étaient ouverts. Tout le monde se sentait... Ça a fait du bien à la société. Donc oui, ça a un impact. Et puis en plus, ça a permis de faire connaître au monde entier la Seine-Saint-Denis et le Stade de France. C'était quand même... C'était pas rien. C'est pas rien. Et d'ailleurs, on en reparle encore. D'ailleurs aussi, je dois dire que la victoire en Russie en 2018, 98-2018, moi j'ai trouvé qu'elle n'avait pas eu le même impact. C'est vrai, moi aussi. Il n'y a pas eu la même intensité. Surtout que déjà le match France-Danemark avait été d'une
d'une médiocrité absolue. Autant contre l'Argentine ou l'Uruguay, c'était hallucinant. Je sais pas si finalement c'est peut-être la finale qui a déçu, mais en tout cas moi j'ai trouvé qu'elle avait pas du tout le même impact. Carrément, oui. Moi qui ai connu les deux, c'est clair que ça n'a pas le même impact. Mais aujourd'hui tout le monde se souvient où il était en 1998. Le 12 juillet 98 pour Absolument, la finale. Hein, ouais. Tout le monde s'en souvient. C'est à Stalingrad, moi. Voilà. Devant un écran géant. Moi j'étais chez moi en train de faire du papier peint. avec des Brésiliens qui étaient à côté de moi qui à la mi-temps se sont barrés. Voilà. Ils avaient compris que le sort était scellé. Mehdi, bonjour. Bonjour Christophe. Salut bonjour, mon Mehdi. Monsieur. Karim Alouache. Bonjour. Bonjour monsieur Karim Alouache. Je vous en prie. Monsieur Mehdi nous appelle d'où ? La région parisienne. Très bien mon Mehdi. Alors est-ce que le sport a un impact sur la société ? Bah oui, totalement, oui. C'est même fondateur. Il n'y a pas les mots. C'est immense. Au jour d'aujourd'hui, il y a que le sport qui peut réunir les peuples et les populations. Il y a que ça qui soude. Sinon, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, on est disloqués. On voit bien les sociétés aujourd'hui sont divisées. Il y a que le sport qui peut réunir les gens. Malheureusement, sur le cas Karim Benzema, vous avez fait une émission une fois sur le racisme d'État. Ouais. Et je vous avais appelé, je vous avais dit que bien sûr, comme un certain Didier Deschamps qui avait cédé à une partie raciste de la France. Oui, bien sûr, oui. Alors pour être tout à fait clair sur cette histoire, c'est pas comme on nous l'a vendu. En fait, tout est parti d'une injonction, parce qu'il faut le dire, c'est une injonction de Manuel Valls à l'époque. Tout à fait. Voilà. C'est parce que s'il n'y avait que Didier Deschamps, je crois que Didier Deschamps aurait sélectionné Karim Benzema. D'ailleurs, il lui avait promis. C'est ce qui a fâché un peu Karim Benzema pour l'Euro 2016. Bien sûr. Et sauf que Manuel Valls, Premier ministre à l'époque, avait décidé qu'il en soit autrement et s'était mêlé un petit peu de ses affaires extrasportives et il avait fait une espèce d'injonction au sélectionneur en disant on ne peut pas prendre Karim Benzema, etc. Et donc lui, il a cédé, si vous voulez, à ce côté politique. Oui, et après, il y a eu des mots qui se sont échangés. Il y a eu des mots qui se sont simplement. échangés entre les deux joueurs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le divorce est consommé entre Deschamps et entre Benzema. Nous, voilà. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un cas comme ça, c'est très très grave cette histoire, parce que on en reparlera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On se dira, mais c'est pas possible. Comment une institution comme la Fédération française de football a laissé faire une aberration pareille? Que vous ayez des affaires extrasportives, ok, mais on reste toujours dans le cadre professionnel. Oui, Sur le terrain, il est le meilleur. Mais alors, Mehdi, pardon, je vais peut-être un peu vous choquer quand je vais dire ça, mais c'est factuel. Choquez-moi. Karim Benzema, qui est effectivement un joueur incroyablement talentueux, qui en équipe au Real a marqué à bien des titres les esprits. Excusez-moi, en équipe de France, il n'a pas été performant. Citez-moi un match où il était. Pourquoi Zinedine Zidane a été performant en équipe de France? Mais bien sûr que oui, Zinedine Zidane nous a donné la victoire en 98, on lui doit. Oui, mais il n'a pas été performant dans tous les matchs. Non, mais Benzema, il a été combien de matchs sans marquer, cher Mehdi, tu te rappelles? Mais bon, Christophe, on peut mettre aussi Olivier Giroud. Il a fait une Coupe du Monde en mettant 0 but. Ne me parle pas de Giroud, je ne supporte pas ce joueur. Moi, si je peux me permettre. Oui, Karim, permets-toi. Tout d'abord, souvent en Europe, en France, on se moque des pays africains avec l'ingérence des gouvernements dans les équipes. On va dire c'est le ministre qui a fait l'équipe, etc. Ouais. Moi, je suis désolé. Là, c'est un acte flagrant d'ingérence d'un ministre dans le monde du sport, ce qui est totalement contre le fonctionnement du monde et du milieu sportif. Et c'est même pas une ingérence, c'est même une ingérence politique pour condamner une personne qui, je le rappelle, jusqu'à présent, tant qu'on n'est pas condamné dans le droit français, on est présumé innocent. Merci. Non, mais c'est-à-dire que le droit s'applique, mais ça dépend pour qui. Et c'est ça qui est insupportable. La deuxième chose, c'est qu'on a des éléments de comparaison. On a les deux handballeurs, les frères Karabatic, joueurs de l'équipe de France, qui ont fait des trafics de matchs avec des paris sportifs et qui ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Et ils ont joué après. Ils ont pendant le jugement, en attendant le jugement, ils ont toujours joué en équipe de France.
Ils ont même remporté, je crois, un championnat du monde. Et après la condamnation, ils ont continué à jouer. Oui. Et là, on nous a dit, ah non, mais il n'y a pas d'ingérence entre la société civile et le monde sportif. C'est ça. Troisième cas, parce qu'après, on a dit, non, mais c'est pas finalement son affaire, c'est les mots qu'il aurait dit. On a le cas de Adrien Rabiot, Oui. qui a dit, merde à l'équipe de France, je ne serai pas un réserviste. En 2018 pour la Coupe du Monde. Il a refusé d'être dans les réservistes. On est bien d'accord. Il a dit clairement, merde à l'équipe de France, j'en veux pas. Ce gars-là revient aujourd'hui. Karim Benzema n'a jamais dit merde à l'équipe de France. Il a dit laissez-moi aller en équipe de France, laissez-moi faire mon métier. Ouais. Et pourquoi on a une telle tolérance, un tel pardon envers Adrien, qui a dit non au football, non à l'équipe de France? Et pourquoi Karim Benzema, qui n'a jamais mélangé sa vie privée au monde du football, qui n'a jamais dit non à l'équipe de France, non au football, lui, on l'a condamné à perpète à ne pas remettre les pieds en équipe de France. Pourquoi moi ça me touche? Parce que ce gars-là, il a gagné, je sais plus combien de Champions League, un paquet. Il est reconnu par ses pairs, il est reconnu par les plus grands joueurs au monde, il est reconnu, il brille, il a encore brillé cette semaine. Absolument. Ce gars-là, quelque part, on l'a privé d'une Coupe du Monde. Et c'est ça qui me fait mal pour lui. Oui. Au-delà du racisme et autres, on l'a privé de quelque chose qu'il n'aura jamais. Et lui, quand il sera plus vieux et qu'il parlera de sa carrière, la seule chose qu'il pourra dire, c'est que Valls, Deschamps et Le Gret, n'oubliez pas, Oui, Le Gret, absolument. l'ont privé de ce titre-là. C'est pas un match qui l'a privé, c'est pas un manque de résultats qui l'a privé, c'est pas un manque de performance, ce sont ces trois personnes. Et je pense aussi, On est d'accord là-dessus. Christophe, où je suis d'accord avec toi, je pense que Deschamps, il avait peut-être pas forcément envie, parce que quand on a envie, on dit merde à tout le monde, mais il a un peu, il a suivi le mouvement, on va dire. Oui, il a cédé à une partie. Il a cédé à Emmanuel Valls, tout simplement. Il a cédé à Manuel Valls, qui était Premier ministre. Oui, absolument. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même un gars comme Le Guéret ou comme Didier Deschamps ne sont que des relayeurs d'en haut. Ils ont des ordres qui viennent d'en haut. Ouais, après, Mehdi, si je puis me permettre, cela n'enlève rien au talent de Didier Deschamps. Il faut pas lui enlever. Il a un talent, il a un certain talent, c'est un très bon sélectionneur. Pardon, ça veut pas dire que Karim Benzema aurait fait le mondial 2018, qu'on aurait gagné la Coupe du Monde, ça veut rien dire. Mais c'est pas une Coupe du Monde, ça. Moi, j'appelle ça pas ça une Coupe du Monde, moi. C'est pas une Coupe du Monde. Je me rappelle même pas de cette Coupe du Monde. Je l'ai carrément. Même si je veux m'en rappeler, j'y arrive pas. C'est un truc de malade. Bah oui, tu n'y arrives pas, mais tu sais, pour Deschamps, seuls les résultats comptent, peu importe la manière, il a toujours dit. Non, pas comme ça. C'est un autre débat. Didier Deschamps a un système footballistique, on va pas rentrer dedans parce que c'est très très complexe et qui ne plaît à personne. Personne n'aime son jeu. Les gens veulent voir du beau football, veulent voir des joueurs talentueux sur le terrain. Et Monsieur Didier Deschamps, il a que des numéros 6, des récupérateurs Ouais, mais Mehdi, est-ce que tu préfères effectivement voir 2 matchs pourris et gagner une Coupe du Monde, ou que des beaux matchs et être éliminé en quart de finale? Ah, je préfère voir que des beaux matchs. Ouais, mais bon, non, Mehdi, t'es gentil. J'entends ce que tu me dis, mais bon. Ah oui. Monsieur Mamie, bonjour. On parle foot. Bonjour, cher Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On parle foot là un petit peu. Oui, mais il faut s'appeler Brésil pour bien jouer et gagner. Ouais, ça dépend. Le Brésil n'a pas toujours bien joué. Est-ce qu'on peut s'appeler Mahrez aussi? Ah, Mahrez, oui. Ah oui, moi je sais pas. On met 11 Mahrez. Ouais. Non, mais cher ami. Ça y est, il y a le nationalisme qui revient là. Non, c'est pas de nationalisme. Vous me dites Pelé, je vous dis pareil. Vous mettez 11 Pelé et gagnez tout seul une Coupe du Monde. Ouais. Je rigole. Donc j'oublie Mahrez, il n'est pas en cause. Non, on peut pas cacher quand même que... Vous savez, pendant le confinement, je sais pas si vous avez fait attention, comme il y avait plus de matchs, il n'y avait plus rien cet été, il y avait des chaînes spécialisées dans le sport et dans le football qui retransmettaient des anciens matchs. Il y en a une qui a fait faillite d'ailleurs. Oui, Téléfoot, c'est bien. Tiens, d'ailleurs, il faut que je vérifie mon abonnement parce que s'ils ont fait faillite... Ah ouais, tu peux l'arrêter, ça y est, c'est fini. Ouais.
Bon, Mehdi, je t'embrasse. Hein, et puis, une beaucoup, prochaine Coupe du Monde avec. Non, mais moi, ce que je propose, c'est qu'on fera la prochaine Coupe du Monde à Alger. Comme ça, il y aura Mahrez et tous les supporters. Et là, je suis sûr que les Algériens la gagneront, comme dit l'autre, par les 80 000 spectateurs qui seront sur place. Oui. Je vous assure que si on fait une Coupe du Monde en Algérie, il y avait les moyens, croyez-moi, ça sera la plus belle Coupe du Monde. Parce qu'avec Non, Ça, je n'en doutais pas. Vous inquiétez pas, c'est pour ça que je vous ai tendu la perche. Hein. les Algériens, ils vont supporter même les Chinois, ils vont supporter tout le monde, les Algériens. Ils supporteront tout le monde. Et... pourvu qu'il y a la fête. Non, mais vous allez rire pour la petite histoire. Merci, moi, Mehdi, je t'embrasse. Pour la petite histoire, moi j'étais à la Coupe du Monde en Russie. Ouais. J'avais emmené des gamins avec une association à laquelle j'appartiens et que je salue, si vous permettez, qui s'appelle Sport à Vie. On y est resté 3 semaines, on a tourné un film là-bas, etc. Et dans la fan zone, j'ai vu les supporters algériens. Ah bah oui. C'était extraordinaire. Moi, j'en ai vu une fois à 2h du matin pour un match de hockey au Canada, entre 2 petites villes, style, pour parler, je sais pas quoi, entre Mulhouse et, je sais pas moi, et Tarbes. Et vous aviez quand même 3 drapeaux algériens derrière chaque goal. Mais vous savez que finalement le foot, fort, hein. et la question que posait Karim est très intéressante parce que ça a un impact sur la société, le sport. Ouais. Le foot, oui, parce que regardez ce qui s'est passé lorsque l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, alors Elle a été soutenue par ses voisins marocains et tunisiens. On en termine avec tous ces problèmes. Ouais, tout à fait. Vraiment qui nous empoisonnent la vie. Alors, ce qui s'est Le passé, foot rassemble. ce qui s'est passé, c'est que le soir où Oui. les Algériens ont gagné la Coupe d'Afrique, donc sur la frontière Algérie-Maroc du côté donc de la Méditerranée, il y a une barrière métallique à la con, faite par la politique. Ils l'ont levé. Ils l'ont levé, ils sont passés des part et d'autre pour rester 20 minutes et rentrer chez eux de part et d'autre. Ça veut dire que les peuples, eux, ils n'ont rien à foutre de toutes ces histoires politiques. Mais- Et ils sont pour faire la fête ensemble. Exact. Non, mais en plus, on reparlait de France 98. Moi, je pense que dans ma vie, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et tout le monde se souvient où il était ce Voilà. soir-là. Vous étiez C'est où, vrai. monsieur Mamie, en 98? J'étais chez moi. La finale. À la finale. Finale, hein. Ah oui, à l'époque, j'avais pas la carte de presse foot comme aujourd'hui. Donc, j'étais chez moi à la maison. J'ai fait tous les matchs, mais pas la finale. Et j'étais chez moi et j'ai des voisins, pour ne pas dire avec lesquels je ne pars jamais, qui sont venus me voir parce qu'ils savaient que j'étais journaliste pour dire est-ce qu'ils pouvaient venir voir avec moi le match parce que j'allais mettre de l'ambiance pour eux et tout ça. Et c'est comme ça que tous les voisins m'ont adopté comme dit l'autre grâce au foot. Et mes voisins, c'était Mais- pas ni des Africains, Non, mais ni des Algériens, ni des Marocains, ni des Mais- Africains. non, Je mais vous laisse regarder. c'est vrai que l'après-Coupe du Monde 98, la France allait bien. Ouais. Vous savez, il y a Les une- gens se sentent c'est vrai. bien. Enfin, Il y a- ça a donné du bonheur à un il y a- pays, ça a relancé il y a- l'économie. Il y a une phrase que j'ai entendue moi dans la bouche de Pasqua. Je m'excuse pour Zidane, mais on était quelques journalistes. Il a dit si demain Zidane prenait la parole pour dire donnez le droit de vote aux immigrés aux élections municipales, je fais passer une loi et je vois mal quelqu'un qui lève le doigt pour dire non. Zidane ne fait pas de politique, donc il n'a jamais prononcé cette phrase. Et il a bien raison. Il a bien raison. bah. Je sais pas, mais sûr. bon. Ouais. C'est pour vous dire, les Français auraient été capables d'accepter ce qu'ils n'ont jamais accepté. Non, mais c'est- Ou non, c'est- Bah, d'ailleurs, la preuve, en Il y a- 2006, on lui a très vite pardonné son coup de tête. Hein. Ouais. Non, mais sauf il y a- le Front National qui il y a- disait il a frappé parce qu'il est arabe ou kabyle ou en tout cas. Oui, pas- oui. Ouais, Non, mais la c'est- France, non, mais c'est- l'amateur de foot, Karim, les amateurs de foot lui ont très vite pardonné. Mais ils lui ont pas très vite pardonné, ils lui ont tout de suite pardonné, surtout quand ils ont appris pourquoi il avait réagi comme Non, ça. ils ont- Puis il a le nez là, il a le nez qui est remonté. là. Et puis d'ailleurs, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que on va pas faire une émission sur Zidane, mais c'est quelqu'un qui a une double personnalité. Il est assez lisse, il parle pas beaucoup, il est posé et réfléchi, mais c'est quelqu'un qu'il faut pas emmerder longtemps. Hein. Ouais, il a le sang Il chaud. par- quoi. il paraît que certains joueurs racontaient dans les vestiaires, ils bronchaient pas beaucoup avec lui, quoi. Hein. Ouais. Et puis ses frères n'acceptaient pas que quelqu'un fasse une chanson sur Zidane sans les appeler au préalable, sinon ils descendaient à Barbès et ils piquaient toutes les cassettes. Allah yarhamou, c'est lui qui Oui, fait ça. il est très 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 bien entouré, Zidane. Pas à propos de ça. Je sais Mais tout pas à si- l'heure, on posait la Je sais question. pas- je sais pas s'il est bien entouré, mais il était entouré. hein. Mais Protégé, en tout cas. il n'y a pas que le foot. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la Coupe du Monde de rugby, Ouais. je crois que c'était en 2019, où en demi-finale, la France rencontre... c'était en France, où en demi-finale, la France rencontre la Nouvelle-Zélande. Vous savez, avec, comment il s'appelle, le joueur de rugby avec sa grosse barbe, là, le bûcheron. Chabal. Voilà, et qui s'étaient tous mis devant, et ils avaient battu les Néo-Zélandais. Moi qui suis pas
un fanat de rugby. J'ai regardé cette finale dans un café. J'ai jamais vu aussi autant d'ambiance. Donc oui, le sport, ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à la santé. On l'a vu en 98. Hein, c'est vrai que ça avait fait du bien. Il y avait plus de problème de noirs, d'arabes et compagnie. Et quand Toulon gagne en rugby, personne ne pose la question qui est président du club, le football club de Toulon en rugby. C'est Mourad. Oui, non, mais on oublie. Oui, et d'ailleurs, Tarek, juste pour en finir là-dessus, est-ce que vous pensez, enfin, nous avec Karim, on est d'accord là-dessus, que la victoire en Coupe du Monde en 98 n'a pas la même saveur que celle de 2018? Oui, pour 2 raisons. D'abord, c'était la première. Ouais. Donc forcément, elle avait un goût extraordinaire. En France. Et la deuxième, le black, blanc, noir, rouge, bleu, n'y était plus beaucoup, comme en 98. C'est vrai. Enfin, oui, il y avait quand même pas mal. Non, il y avait pas mal de. Non, mais Christophe, je vais pas trouver d'explication, mais en tout cas, c'est clair. Je veux dire, je donne rendez-vous à nos auditeurs le 14 juillet. Non pas pour fêter la fête du 14 juillet, mais pour écouter le spot qui passe sur France Maghreb 2, Nous sommes la France. Et vous allez avoir, comment il s'appelle, Sacomano. Eugène Sacomano, le regretté. Voilà, le regretté. Quand il commente ce match, il cite les noms des 7 joueurs. Et donc, je vous laisse deviner les origines. Et il termine par Zidane, Zizou. Le Kabyle. Non, il n'a pas dit le Kabyle. Si, il l'a dit. Non, je peux me le faire écouter. Non. Et il termine, Nous sommes la France. Parti en... Thierry Roland avait dit quoi? Nous sommes la France. Il avait dit quoi, Thierry Roland? Après ça, on peut mourir tranquille. Voilà. Mamadou de Grenoble, salut Mamadou. Salut, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, mon Mamadou. Bonjour, tes invités Karim. Bonjour à Karim. Effectivement, quand vous dites que le football a un impact, il est populaire, mais c'est qu'il y a le racisme, il ne faut pas enlever le racisme, c'est la nature humaine. C'est l'instinct passant de la nature humaine. Ce n'est pas la nature humaine, c'est la nature sauvage qui n'a pas été dentée par les hommes. Non, mais attendez, laisse-moi terminer. C'est-à-dire que les gens ils défendent leurs valeurs, c'est une croyance entretenue par leurs valeurs. Quand tu vois le racisme, l'individualisme a développé aujourd'hui, c'est pas la collectivité qui est mise devant aujourd'hui. Par le droit, on a développé l'individualisme. C'est comme notre communauté musulmane. C'est très rare qu'on parle de notre communauté religieuse. Par quoi? C'est-à-dire quoi? C'est pas notre vocabulaire. C'est-à-dire qu'on veut que l'État nous prenne en charge. Je suis pas contre l'État. C'est ça qu'il faut se dire. Mamadou est extraordinaire. Par la croyance entretenue, leurs valeurs par la croyance entretenue. C'est ça, c'est motivation, c'est une intention motivation. Mamadou est extraordinaire, nous parlons foot, il nous amène à la politique. Ouais, c'est incroyable, vous vous laissez échapper un peu, pas parler de politique. Laissez-nous être joyeux en période de Covid, de faire semblant qu'il y a quelque chose qui nous rend tous ensemble. Il est bien mon sujet quand même, hein. Il nous a fait du bien. Hein. Bon, merci mon Mamadou, on y va, on enchaîne. Bah oui, on va parler un peu de politique, dans un instant. Et là, ça y est, on a plombé l'ambiance. On revient à l'ADN finalement. Voilà, Mamadou nous dit. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Il y a 2 événements dans cette journée. En ce 18 décembre, c'est notamment la journée internationale de l'immigration. Et c'est aussi la journée de la langue arabe. À l'échelle internationale, monsieur Mami? Oui. Ah oui. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui... L'arabe est parlé dans combien de pays aujourd'hui? Alors, on va faire simple. Si on considère que quand on fait sa prière, on parle en arabe, c'est 2,5 milliards de personnes. Ouais. Si on retire la partie religieuse, c'est en gros 250 millions de personnes. Donc, vous prenez le chiffre que vous voulez, 250 millions pour ceux qui le parlent au quotidien, et 2,5 milliards pour ceux qui l'utilisent pour la prière. Et il y en a plus, j'allais dire, qui l'utilisent pour la prière que pour la langue. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a l'arabe, effectivement, qu'on peut parler en Tunisie, en Algérie et au Maroc, et il y a l'arabe dialectal qui est pas franchement pareil. Alors, je peux vous dire quelque chose, Sir Christophe? Oui, vas-y, dites-moi. Moi, quand quelqu'un, un Français de souche, me sort, mais vous ne comprenez pas, j'ai dit, monsieur, vous prenez un Canadien, un Français, un Belge et un Sénégalais, tous 4 dans la langue officielle et le français, et vous aurez le Marocain, l'Algérien, les Tunisiens qui se comprennent plus ou moins, mais aussi le Libanais et le Yéménite. Donc, il y a la langue arabe littéraire, qui est la langue de la civilisation, de la culture et du Coran, qui est la même pour tous. C'est d'ailleurs celle-là qu'on enseigne dans les écoles et qu'on utilise. Et puis, vous avez les autres langues, et par exemple, nos amis sénégalais et l'Afrique subsaharienne en général, pour un bidon de pétrole,
Et elle ne dit pas « donnez-moi un bidon de pétrole », disent « donnez-moi un Kadhafi ». Pourquoi Kadhafi ? Parce que le pétrole venait de Libye. Donc il ne faut pas confondre, j'allais dire, les accointances culturelles particulières et les générales. Mais aujourd'hui, c'est la langue arabe à l'international, et c'est cette langue de civilisation, celle qui a permis, même s'il ne faut jamais regarder dans le passé en arrière, c'est celle qui a permis une chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, cher Christophe, celle de transmettre le savoir gréco-romain, comme on disait, surtout grec, à l'Occident, à travers la langue arabe, l'Andalousie, l'Espagne et la Sorbonne. Et donc c'est ça la force de cette langue arabe. Saladin Lemezi sera notre invité, les journalistes spécialisés dans la question migratoire dans un instant. Et Tarek, un petit mot à proposer pour la belle histoire, pour sa chronique de fin d'émission tout à l'heure. Alors, en écrivant tout à l'heure ma chronique... Rapide, j'ai la pub. Oui, je vais la faire longue, il prend les deux mots qui m'intéressent. Le mot c'est trésor et butin. Butin de guerre, c'est le mot du grand intellectuel algérien Kateb Yassine, qui dit que la langue française est un butin de guerre de la colonisation. Et la langue arabe est un trésor pour la France. C'est le titre du livre de Jacques Lang. Donc je dirais trésor et butin. Trésor et butin, il en a deux pour le prix d'un, mon cher La Belle Histoire. C'est normal, on est vendredi. C'est ça. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, mes amis, merci d'être avec nous en direct en ce vendredi avec Karim Alouache, banquier d'affaires, Tarek Mami avec nous. Dans un instant, nous accueillerons notre invité pour parler de cette journée internationale de la migration, puisqu'il est journaliste, bien sûr, sur la question. Saladin Lemezi, journaliste spécialisé dans les questions migratoires, membre du collectif de la Charte. Qu'est-ce que la Charte ? Eh bien, on lui posera la question, évidemment, dans quelques instants. Il nous expliquera de quoi il s'agit. Restez bien avec nous. Et Tarek Mami, d'ailleurs, nous réserve un petit papier tout à l'heure sur cette double journée, puisque c'est aussi, vous le savez, la journée internationale de la langue arabe qui est pratiquée. D'ailleurs, je me souviens, mon cher Karim, que aujourd'hui, pour choisir une langue supplémentaire dans les écoles, alors évidemment, au-delà de l'anglais qui est quasiment la langue obligatoire, il y a plusieurs choix qui est fait ensuite. Bon, espagnol, allemand, et puis vient aussi le choix de la langue arabe, et de plus en plus d'élèves ont choisi la langue arabe parce que le commerce aussi va se passer aussi du côté des États du Golfe, par exemple, Karim. Alors, pour être tout à fait clair, la langue, enfin l'anglais est vraiment la langue de base du monde des affaires. Oui. Maintenant, moi, je travaille depuis 3 ans au Moyen-Orient Oui. et la langue d'affaires, c'est pas l'arabe, c'est l'anglais aussi. Donc, tous les contrats sont rédigés en anglais. Tous ceux qui sont dans les affaires là-bas, et notamment dans la finance, sont anglophones. Ouais. Voilà, tous ceux qui occupent des postes stratégiques sont anglophones, qu'ils soient d'origine arabe ou pas, hein, peu importe, mais tout se traite en anglais. Par contre, ce que l'on voit de plus en plus, notamment quand on regarde les personnes qui suivent des formations auprès de l'Institut des langues et civilisations orientales, l'INALCO, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Moi, je suis allé, par exemple, quand j'ai pris mon poste au Moyen-Orient, je suis allé suivre des cours, mais c'est plus des cours de civilisation pour comprendre un peu l'histoire et la culture orientale qui n'a strictement rien à voir avec la culture maghrébine. Un petit exemple strictement rien à voir, voilà. Après, moi, je pense que les langues rares sont toujours intéressantes. Je ne comprends pas qu'on ne mette plus le grec ou le latin à l'école parce que... moi, j'ai pas fait médecine, mais j'ai ma sœur qui a fait ses études de médecine et j'ai ma belle-fille qui est pharmacienne. Quand vous avez fait du latin, en médecine, ça vous aide énormément. Ça vous aide aussi beaucoup à comprendre le français. Mais moi, je dirais pas qu'on s'intéresse de plus en plus à la langue arabe. Moi, je dirais qu'on s'intéresse de plus en plus à la langue, mais surtout à la civilisation. Ouais. Et ça, c'est important parce que beaucoup d'enfants d'origine, parce que la plupart sont nés là maintenant, la grande majorité, beaucoup d'enfants d'origine n'ont pas cette culture. Et c'est important de comprendre toutes ces choses. Vous savez tous que lorsqu'on se connaît et qu'on se comprend, eh ben, on est plus tolérant et puis on s'accepte tous les uns les autres aussi. Voilà. Et il n'y a pas d'avoir... Et puis, dernière chose, il n'y a pas que des enfants de l'immigration ou issus des parents de l'immigration. Il y a beaucoup aussi de Français régionaux, hein, le régionalisme, qui s'intéressent de plus en plus à ça. Je ne sais pas si vous avez vu, ou je dis une bêtise peut-être, mais on a dit que le couscous était... Le deuxième, hein, en gros, le deuxième plat français. Voilà.
Ouais. D'ailleurs, l'UNESCO vient de le reconnaître. Voilà, comme, non mais je parlais de l'UNESCO, oui, il était reconnu à l'UNESCO. Non, mais c'est... Non, mais c'est intéressant ce que nous dit Karim Tarek, c'est qu'au Moyen-Orient, dans les affaires, c'est pas l'arabe qui est pratiqué, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Voilà, oui. Alors, il y a deux raisons, mais on ne va pas refaire le monde. La première, c'est que la colonisation au Moyen-Orient a été une colonisation anglaise. Que les rapports économiques et politiques aujourd'hui sont avec les États-Unis. La France au Moyen-Orient est en perte de vitesse, alors qu'elle était quand même au Liban. Même au Liban, moi, quand j'étais la première fois au Liban, j'ai été surpris de voir que les gens parlaient en anglais, pas en français, alors que le Liban a été pas une colonie, mais un protectorat français, qui a été créé par la France, le Liban. Et donc, il y a ça. Pour la civilisation et pour la culture, moi, il y a un truc que j'adore, parce que dans la civilisation moyen-orientale populaire, quand on a bien mangé, on rote pour montrer qu'on a bien mangé et pour remercier Dieu, quelque part, en disant « Alhamdulillah ». Alors que dans la civilisation occidentale, si vous êtes chez Maxime et que Maxime, à la fin de repas, vous rotez, on dit « Quel goujat !» Et donc, l'apprentissage de la culture permet aussi de connaître ce genre de choses, que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et c'est pour ça que moi je suis pour les cultures, et pour la culture et pour les langues, quelles que soient les langues. Je rigole, je ne sais pas si mon épouse écoute, oui. Mais... C'est ce que je fais, elle ne supporte pas. Je lui dis, mais non, mais je suis en train de te remercier de ce bon plat. Voilà. Donc merci de le souligner. Mais c'est culturel, c'est pas... Voilà, c'est culturel. Voilà. Bon, c'est pas l'heure du mot encore. Et puis l'autre culture, c'est que quand vous êtes invité dans une maison, je dis pas dans le restaurant, dans une maison traditionnaliste au Maghreb et en général au Moyen-Orient, quand on amène le repas, avant que vous commenciez à manger, on vous amène de l'eau et du savon et une serviette pour vous laver avant de manger. Ouais. Et je sais que j'ai beaucoup de copains français et anglais qui, la première fois, étaient surprises. Et après, ils me disent, Tarek, mais en définitive, c'est une marque d'hygiène que nous n'avons pas, sur laquelle on se moque au départ, et on se rend compte, y compris aujourd'hui par le Covid, que se laver les mains par le savon est une tradition culturelle qui n'a pas attendu le Covid pour rentrer. Aujourd'hui, si vous invitez quelqu'un, vous sortez la bouteille de gel. Bon, messieurs, je vous propose d'accueillir notre invité pour parler de cette journée internationale de la migration. C'est monsieur Saladin Emezi, journaliste spécialisé dans les questions migratoires, membre du collectif de la Charte qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors d'abord, en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la charte, justement, à laquelle vous faites partie aujourd'hui ? Alors, la charte éthique pour la couverture médiatique des migrations, c'est un document adopté par des journalistes des 4 continents. Ce document de déontologie, de la presse et des médias, a été adopté le 11 décembre 2019. Donc ça fait 1 an que des collègues, des confrères, consoeurs d'un peu partout, du Nord et du Sud, se sont réunis pour adopter ce texte autour des questions migratoires dans leur globalité et complexité. Quel est son but ? Le but était de poser des questions essentielles au débat entre professionnels de l'information autour de ces questions migratoires. Le constat était Nous, il y a eu un travail entre des journalistes spécialisés donc, du Nord et du Sud. Dans plusieurs années, on a travaillé ensemble dans le cadre de réseaux, dans le cadre de travail de terrain, journalisme, de la formation. Et on s'est dit qu'il manque quelque chose. En plus, parce qu'il y a déjà une charte existante, qui est la charte de Rome, qui concerne les journalistes italiens, qui était adoptée suite à la couverture des médias en Italie. Qui était une couverture qui était marquée par un manque de professionnalisme par certains médias, spécialement la migration irrégulière qui arrivait dans les îles Lampedusa, etc. Oui. Donc, Monsieur Lemezi, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé sur cette question, bien entendu. Alors, quand on parle de migration, est-ce qu'il y a des coins spécifiques sur la planète où justement la migration s'effectue, où on observe justement une migration plus ou moins importante ? Est-ce que par exemple, dans les pays de l'Occident, on peut parler d'un flux important de migration venu de quelques pays d'Afrique et du Maghreb ou pas ? En fait, c'est un des objectifs de la charte, c'est de déconstruire les idées reçues sur les questions migratoires. D'accord. En fait, c'est de penser que les migrations seraient
des flux du sud vers le nord, Ouais, c'est-à-dire de l'Afrique vers l'Europe, c'est ça. de l'Amérique du Sud vers les États-Unis, Ouais, de penser toujours de cette manière, alors que les migrations, c'est des mouvements humains, d'abord historiques, qui ont toujours existé, ouais, c'est des mouvements complexes. Donc vous avez l'essentiel de la migration africaine et interafricaine. Elle est d'abord sud-sud. La jeunesse africaine, elle bouge d'abord au sein du continent et au sein des ensembles régionaux. Afrique de D'accord. l'Ouest, Afrique centrale, et l'essentiel des migrations de l'Afrique de l'Ouest centrale demeure interafricaine. Au sein de ces pays, pour des gens qui vont aller travailler, par exemple, du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire, des gens qui vont travailler de la Gambie vers le Sénégal et vice-versa. Donc la migration Donc, nous, on a- interafricaine, vous nous dites, est plus importante que la migration qui nous vient du sud au nord, par exemple. Exactement, en termes de chiffres, oui. Mais Ouais. médiatiquement, et c'est pour ça la charte pose ces questions-là, médiatiquement, on a l'impression, et en grossissant le trait, on va mettre l'accent. D'abord, les médias dominants, donc occidentaux essentiellement, les médias internationaux, vont mettre l'accent sur ces mouvements migratoires sud-nord, et on va avoir l'impression qu'on est face à un flux massif de migrants. Et ça, c'est exploité aussi politiquement, parce que les contextes les journées du Nord et du Sud ne sont pas dans le même contexte. Dans votre contexte européen, vous êtes dans un contexte de crispation autour de ces questions migratoires, alors qu'au Sud, les enjeux sont différents autour des médias et migration. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait se mettre d'accord autour de ce qu'on a appelé les 6 principes de la charte, qui donnent un peu les lignes conductrices d'un journaliste qui va travailler sur les questions migratoires, là où il se trouve, et laquelle son support de travail et sa langue de travail. Saladin Lebezi, il y a aussi d'autres questions importantes aussi à soulever. C'est que d'un point de vue géographique, par exemple, il y a des pays qui se trouvent sur une plaque, j'allais dire, où justement il y a un fort passage de migration. Je pense par exemple au Maroc, pour rejoindre l'Europe par l'Espagne. Je pense aussi à d'autres pays, mais voilà. Il y a aussi ces pays-là aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a un fort passage de migration au Maroc, par exemple. J'insiste sur ce point de déconstruire, parce que quand vous utilisez par exemple fort, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire fort? Si on regarde les chiffres précisément, le Maroc régularisé, il a lancé des campagnes de régularisation sur 2 périodes, sur 2013 et 2015. Moi, je parle de passage, de passage, pas de régularisation. Je parle d'un pays. Voilà. J'y arrive. C'est-à-dire, on est sur 50 000 personnes. Ouais. Quand on voit les 50 000 personnes sur 6 ans, après, donc là, c'est des personnes qui ont choisi. Ceux qui passent, par exemple, on voit la crise, entre guillemets, qui existe maintenant dans les îles Canaries, les arrivées depuis les côtes mauritaniennes, sénégalaises et marocaines, on est sur 15 000 personnes. Donc, je ne sais pas si l'arrivée, ce flux-là, sur 3 pays, peut constituer quelque chose de dramatique pour en faire aujourd'hui une vraie crise, alors que la crise, plutôt, elle est une crise de prise en charge humanitaire de personnes entre des demandeurs d'asile qui nécessitent une protection internationale. Ça, c'est un engagement international de tous les pays du monde. Donc, c'est-à-dire, c'est un demandeur d'asile qui veut déposer une demande d'asile en Espagne, en France, ailleurs, et des personnes qui sont à la recherche d'emploi et tout. Donc, les chiffres demeurent faibles. C'est-à-dire, sur le Maroc, et ça demeure gérable pour ces pays-là du Sud. Non, ça, c'est mon point de vue personnel. Ça demeure tout à fait gérable pour un pays dont les moyens sont le Maroc. Même un pays du Sud, ça demeure une migration régulière ou irrégulière, tout à fait gérable. C'est des flux tout à fait gérables, que ce soit pour un pays du Sud comme le pays du Nord. On voit les proportions je le rappelle encore une fois, les principaux pays qui reçoivent les réfugiés dans le monde, c'est les pays limitrophes des pays en guerre, c'est-à-dire par exemple les Syriens, on va d'abord les trouver au Liban, en Jordanie, en Turquie. Oui, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire ceux qui supportent l'essentiel. Et ça, c'est un fait qu'on ne retrouve pas souvent dans les médias. Ça, on essaie de le rappeler. C'est-à-dire l'essentiel d'effort de supporter les réfugiés, les personnes demandeurs d'asile et réfugiés, c'est les pays limitrophes. C'est la crise, par exemple, sur les Rohingyas, par exemple, ils se trouvent essentiellement au Bangladesh. On ne va pas les trouver en Australie. Ouais. Alors, Karim et Tarek Mami, une question pour Saladin Lebezi qui est avec nous, journaliste spécialisé sur cette question migratoire.
Karim, Pour- allez-y. Non, moi j'ai une question qui est une question plutôt politique et qui concerne l'Union européenne. Pensez-vous que le fait qu'il y ait des désaccords entre certains pays européens comme l'Italie qui a un jour menacé d'ouvrir ses frontières, si on ne l'aidait pas je ne vais pas dire à contenir le flux migratoire sur Lampedusa ou dans certaines villes d'Italie, mais surtout l'aider économiquement et enfin financièrement d'abord à les nourrir, à les loger et deux à surveiller les frontières. Pensez-vous que demain on risque d'avoir en fait un renforcement des mesures strictes pour empêcher ou pour réduire ces flux migratoires, sachant qu'une grande partie en fait sont en transit parce qu'une grande partie leur destination finale c'est la Grande-Bretagne pour beaucoup voilà. Oui. Donc, pensez-vous que ce risque au niveau européen existe ou pas? Encore une fois, j'ai essayé d'aborder votre question de manière comment les médias voient les choses. C'est-à-dire les médias vont présenter ce chantage, parce que là on est dans un chantage que va exercer par exemple l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le Maroc, les gens qui sont dans les avant-postes des flux migratoires. Donc ils vont utiliser la thématique migratoire comme un enjeu de chantage face à une Europe qui a braqué les radars, en tout cas l'opinion publique, qui a braqué ses radars sur les questions migratoires comme c'était le principal problème de l'Europe, alors que les vrais problèmes essentiels de l'Europe, et vous les connaissez mieux que moi, vous vivez sur place, ce ne sont pas les questions migratoires, c'est des enjeux économiques, c'est des enjeux de paupérisation de la population, c'est de la gestion de la pandémie, etc. Donc, pour moi, c'est comment les médias vont orienter le débat sur ces questions de flux, et comme s'il arrivait, encore une fois, d'une dizaine de milliers de personnes sur le continent, constituerait une menace d'invasion. C'est pour ça que les mots ont leur importance. Nous, on insiste sur cette question dans la charte. Les mots ont leur importance. Les journalistes et les médias ont une responsabilité de mettre et d'éclairer le débat public et d'avoir un débat apaisé sur ces questions-là. Surtout en Europe. On en voit ailleurs, aux États-Unis, on a eu des années de Trumpisme qui ont placé les questions migratoires d'une manière inversée et les médias n'ont pas assez répondu présent en essayant de déconstruire ce discours-là. Et c'est pour ça qu'on invite les journalistes et les médias de déconstruire ces réalités qu'on peut déconstruire avec des chiffres tout à fait réels, faire de la vérification de l'information sur les flux, le nombre de flux, d'où viennent les gens, etc. Donc, et sortir de ce traitement médiatique qui va faire que les migrations soient un chantage, que ce soit pour les Européens, vis-à-vis par exemple aux Turcs, aux Marocains, sachant que le chantage est de deux côtés aussi, parce que les Européens font aussi du chantage pour les pays du Sud, notamment le Maroc, qui subit beaucoup de pression. Le Maroc et d'autres pays, la Tunisie, subissent beaucoup de pression de la part de l'Union européenne. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est visible. On voit tous les camps de réfugiés, enfin les camps sauvages de réfugiés, notamment autour de Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers. Moi-même, j'ai eu l'occasion de participer à des maraudes de distribution de repas. On ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui existe. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'empêcher, qu'il faut l'interdire. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut le traiter tout simplement, parce qu'on ne peut pas laisser les quelques milliers, c'est pas quelques, parce que c'est même plus que quelques milliers de personnes aujourd'hui qui font de la mendicité au feu tricolore sur la route, qui dorment dans des conditions insalubres, dans des tentes. On a vu, pour pas rappeler un mauvais moment, mais l'évacuation de la place de la République, en fait, qui était quand même des réfugiés. C'est quand même un sujet qui existe et qu'on ne peut pas nier et qu'il va falloir traiter, je pense, au niveau de l'Union européenne. Vous parliez du Maroc ou de la Tunisie. J'y vais, moi, pour des raisons professionnelles. J'y vois des choses aujourd'hui qui n'existaient pas il y a encore 4-5 ans, quoi. Même en Algérie, d'ailleurs, où vous avez de la mendicité africaine à tous les coins de rue ou les feux rouges. Quelque chose qui est devenu un vrai sujet. Je vous rappelle aussi qu'en Algérie, il y avait eu à un moment donné des incidents parce que des Algériens avaient un peu maltraité ou malmené ces réfugiés. Voilà, et je pense que... Non, c'est vrai.
Non, ce que je dis par là, c'est-à-dire il ne faut pas éviter le sujet politiquement ni médiatiquement. Au contraire, il faut l'aborder de manière apaisée et à manière à le placer dans les vrais enjeux. Le vrai enjeu aujourd'hui sur si on évacue de la place publique, de la place de la République un campement de réfugiés, c'est quoi le problème ici? Le problème, c'est qu'il y a une crise de l'accueil des réfugiés. Quand je précise des personnes réfugiées, c'est la responsabilité d'un État, quel que soit l'État du Sud ou du Nord, d'assumer sa responsabilité, la Convention de Genève, et de recevoir ces personnes dans les conditions dignes. Voilà, là l'enjeu, c'est l'enjeu essentiel qu'on devrait mettre l'accent dessus. Maintenant, sur les conditions d'accueil, et en tant que journaliste et en tant que média, on doit accompagner ces changements de ces pays. Vous allez trouver des formes de pauvreté, de vulnérabilité chez les personnes qui arrivent en Afrique du Nord, d'origine subsaharienne ou autre. Il faut les accompagner journalistiquement, expliquer comment les personnes sont arrivées à ces situations-là. Au contraire, l'enjeu de la migration est un peu, nous on le met sur le même pied d'égalité que le changement climatique. C'est des enjeux internationaux qui sont là pour durer, et l'évolution de la situation économique mondiale fera que c'est des enjeux qui vont durer, on sera amené à les traiter. Il faut vraiment être préparé pour les médias qui n'ont pas encore traité ces sujets, et pour les médias qui sont habitués à le faire, de remettre en cause leur fonctionnement pour faire un traitement dans la durée, pouvoir faire un peu de pédagogie, entre guillemets, aussi aux lecteurs, aux spectateurs, aux auditeurs, sur ces questions. Tarek Mami. Alors, il nous reste quelques minutes pour la pub. Donc, je vais poser une question plus interrogative. Est-ce que, quand vous avez commencé à travailler sur la charte, vous étiez en contact avec la presse, notamment européenne occidentale? Est-ce que la question que l'Allemagne a reçu 1 million de personnes d'un coup, alors qu'en France, par exemple, c'était 35 000 personnes. Est-ce que ces questions ont été posées pour voir comment faire pour écrire votre charte en partant des réalités politiques existantes? Donc, effectivement, les Syriens en Liban, les Libyens en Tunisie, les Subsahariens dans les 3 pays du Maghreb, l'Allemagne 1 million. Par contre, dans l'Europe occidentale, autre capitaliste, aucune réception. Est-ce que ces sujets ont concentré votre réflexion avant d'écrire la charte? Comme j'ai dit au départ, cette charte a été coécrite par plusieurs journalistes des 4 coins du monde, donc des journalistes européens, des journalistes du Sud, donc d'Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, des États-Unis, de l'Amérique latine. Donc il y a une diversité de points de vue, une diversité de regards. Ce qui nous a rassemblés, c'est les textes fondamentaux du journalisme, donc la charte de Munich, les textes de la Fédération internationale des journalistes. Et on a essayé d'essayer de déconstruire toutes ces idées-là par rapport aux mots, par rapport aux chiffres, et chaque fois qu'un journaliste aura besoin de travailler sur les questions migratoires, peut-être qu'il va se rappeler quelque chose, un des principes qu'on rappelle dans la charte, c'est-à-dire qu'il faut décrypter, mettre à distance les discours de haine, de racisme, de xénophobie, mettre la complexité des faits. Et nous, on insiste c'est-à-dire être transparent en tant que journaliste, dire qu'il y a peut-être des choses, je n'ai pas des réponses à tout sur ce sujet-là. Être attentif aussi au sujet avec qui on travaille, c'est-à-dire aux personnes en situation de vulnérabilité, avoir leur consentement informé, ça c'est important. C'est-à-dire les gens avec qui on va réaliser des interviews, il faut être très conscient, très sensible en l'étant en contact avec eux, on est avoir de l'empathie, de la vigilance. Et aussi être sensible aux questions des statistiques. Vous l'avez évoqué, les statistiques. Encore une fois, sur le chiffre d'1 million, il a relativisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être, par exemple, refoulés. Ceux qui arrivent ne sont pas automatiquement régularisés. Ils n'obtiennent pas le statut de réfugié, notamment les Maghrébins. Ils sont tous, même s'ils font une demande d'asile, ils vont être déboutés au niveau du processus allemand de l'asile. Merci, monsieur Lemaizy, en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes spécialisé dans les questions migratoires et vous intervenez à l'occasion de cette journée de la migration et de cette charte dont on a beaucoup parlé. Cette charte donc qui existe depuis quelque temps, et une charte éthique pour la couverture médiatique des migrations. Merci beaucoup et à très bientôt, monsieur Lemaizy. Merci pour votre invitation. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant, juste après ceci.
Christophe sur France Maghreb 2. Et ça s'appelle le Grand Forum, les amis. Merci d'être avec nous en direct en ce vendredi avec Monsieur Karim Alouache, qui est bien installé sur son fauteuil et qui n'en bouge pas de l'émission, contrairement à nous. Voilà. Barrière obligée. Voilà, c'est ça. Et Karim Alouache, banquier d'affaires, Monsieur Tarek Mami aussi. Donc nous avons parlé en long et en large de cette question, évidemment, de la migration. Et Tarek, si toutefois vous êtes prêt, on peut ensuite enchaîner maintenant sur votre papier. Vous avez décidé, vous, d'évoquer deux sujets aujourd'hui qui se juxtaposent, entre guillemets. C'est cette fameuse journée de la langue arabe, mais aussi la journée de la migration, que vous avez intitulée comment d'ailleurs ? Alors aujourd'hui, éphéméride du jour, 18 décembre, la langue arabe et la journée de la langue arabe et de la migration. Eh bien, nous vous écoutons, évidemment, cher Tarek. Éphéméride du jour, 18 décembre, journée internationale de la langue arabe et de la migration. Aujourd'hui, ce télescope de commémoration, la journée de la langue arabe et la journée de la migration. Pour les gens normaux, parce que maintenant il faut parler entre les gens normaux et les gens anormaux au vu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun lien entre les deux. Pour les mauvaises langues, forcément, langue arabe est forcément attachée à la migration. La migration concerne le monde arabe, en tout cas le Maghreb, et par extension, le monde musulman. Mais commençons cette chronique par la journée de la langue arabe et par un clin d'œil à l'écrivain algérien Kateb Yassine qui dit que la langue française est un butin de guerre de la colonisation française de l'Algérie et à qui donc, répond plus d'un demi-siècle après, mais à sa manière, le président de l'Institut du monde arabe, Jacques Lang, qui écrit un livre sorti en février dernier, La langue arabe, un trésor pour la France. La question sera donc, est-ce que les langues sont des trésors ou des butins prises les uns, donc les colonisés ou les occupés ou les plus faibles du moment par les plus forts. Au contraire, par les plus faibles du moment sur le plus fort du moment. Je rappelle deux petits exemples avant de passer à la deuxième partie qui est la journée de la migration. La deuxième partie, pendant l'Andalousie, c'est-à-dire la période de 8 siècles dans laquelle la civilisation arabe et musulmane existait en Espagne et en Portugal, on disait « ceci est un travail d'arabe ». Ça signifiait alors que c'est un travail d'architecte, c'est un travail pointu, c'est un travail excellemment fait. Depuis la chute de Grenade et l'arrivée des colonisations, le sens des mots s'inverse. Et aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un un travail d'arabe, ça veut dire pour la majorité des gens un travail bâclé, mal fait. Voilà aussi pourquoi cette langue arabe doit être connue. Pour le reste, sur cette langue arabe, il y a aujourd'hui encore plus de mots d'origine arabe dans la langue française que de mots d'origine de la Gaule, de l'anglais et de toute autre langue. Donc, notre ami El-Béchir avait pour habitude de dire « Vous croyez parler français, en fait, vous parlez arabe ». Avec ces éléments d'information, avec notre nouvelle émission qui s'appelle Nouvelle Andalousie, il y a de quoi donner envie d'apprendre la langue arabe et de la parler, la langue de la civilisation, pas la langue dialectale, de manière à rapprocher les peuples, parce que quand on parle la même langue, on acquiert à la fin le même univers mental. Je terminerai par Yasser Arafat, qui disait à son peuple « Si vous voulez comprendre la mentalité israélienne et arriver un jour à la vaincre par le discours et par tout moyen, il faut commencer par apprendre l'hébreu, parce que c'est lui, dit M. Arafat, qui maîtrise la langue
non, l'univers mental de son ennemi ou de son adversaire. Passons en un mot sur la journée de la migration. Notre invité nous a ouvert de nouveaux horizons en expliquant à travers cette charte pour les médias que tous les journalistes partout dans le monde devraient lire, comprendre et pratiquer. Il nous a appris quelque chose d'extraordinaire. On savait jusque-là que les terroristes dits islamistes extrémistes tuaient plus de musulmans que de non-musulmans. Nous apprenons aujourd'hui que l'immigration entre pays du Sud et entre pays du Nord, entre pays du Sud est plus nombreuse et plus forte que l'immigration des personnes du Sud vers les personnes du Nord. Absolument. Merci Tarek pour ce petit papier et sur ces journées importantes que sont donc la journée de la migration et la journée de la langue arabe. Nous sommes avec Nordine qui nous appelle au téléphone et qui a envie de réagir évidemment à tous ces sujets. Nordine, bonjour. Ouais, bonjour à tous, bonjour France Maghreb, bonjour Christophe. Bonjour Nordine, il nous appelle d'où aujourd'hui? Aujourd'hui, il vous appelle de Mulhouse. De Mulhouse, très bien. Vous pouvez écouter la radio en FM à Toulouse. Non, Mulhouse. Sur Mulhouse aussi. Ah bah c'est pas pareil, Ouais. Donc, alors, pour faire simple, vous pouvez écouter la radio dans les deux villes, Mulhouse et Toulouse. C'est plus simple. Exactement. Ouais, Alors, mon Nordine. Je voulais dire par rapport au travail d'arabe. Oui. En fait, le travail d'arabe, je sais pas si vous le savez, mais avant le travail d'arabe, c'est une bonne... Enfin, quand on disait que c'est du travail d'arabe, ça voulait dire que c'était un truc qui était bien fait. Oui, c'est ce que j'ai dit dans ma chronique. Ah bah oui, c'était... je sais pas si l'anecdote de... Je crois que c'était Clovis, qui avait eu une montre d'un... Non, c'est pas Clovis, c'est du temps de Khalifa Haroun al-Rachid, donc vers 850. Et c'était un roi de France, un Louis quelque chose, qui a eu peur quand il a reçu la montre. Bah, le truc, c'est que je crois que la montre était tombée en panne, elle s'est détractée, c'était... si je peux... Il y a un de ses gardes qui voulait la réparer, je crois, c'est ça, non? Non, si je peux me permettre, quand on lui a donné la montre faisait tic-tac, tic-tac, avec un son audible, pas comme aujourd'hui. Et donc, lui, il pensait qu'on lui a envoyé, pour faire simple, un djinn, un diable. Ouais. Et il l'a rejetée, elle s'est cassée. Après, quand il a voulu la réparer, il l'a pas pu. D'accord, puis après, c'est à ce moment-là qu'il a dit c'est du travail d'arabe. En gros, c'est un travail qui allie des maths, de la science, des calculs. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et du coup, c'est pour dire, en gros, que ça veut pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Alors, je peux vous raconter une autre, mais celle-là, elle est franco-française. C'est l'agnole qui va donner Bougnoul. Alors, l'agnole, pendant la Première Guerre mondiale, l'armée française passait tous les matins vers 6h30, 7h, pour donner un petit bol de gnôle, parce que ça chauffe, c'est très fort, c'est de l'alcool. Et les musulmans, sur le terrain, ils disent pas d'ognole. Et le pas d'ognole s'est transformé en bognol. Bognol. Ouais. Voilà. Malheureusement. Voilà. Et, du coup, je pourrais faire une petite dédicace quand même. Vas-y, mon Nordine. Je voudrais faire une dédicace à Chahinez du 9-3 au Nez-sous-Bois, elle se reconnaîtra. Très bien. Bon, le message est passé. Le message est doublement passé. Merci Nordine, à bientôt. 01 40 33 9000 évidemment pour intervenir sur France Maghreb 2 dans cette émission. Alors, et sur cette question, cher Christophe, on peut renvoyer les auditeurs de France Maghreb 2 sur le site. Il y a cet article sur la langue arabe. Très bien. Moi, j'ai trouvé un truc sur le travail d'arabe. Donc, il fut un temps où un travail d'arabe désignait une tâche délicate et soignée, évoquant par exemple le raffinement de l'alhambra de Grenade ou la sophistication de l'orfèvrerie de Cordoue. Alors, au temps de l'occupation musulmane en Espagne. C'était ça avant. C'est ça. Alors, quand vous allez aujourd'hui, surtout au Maroc, qui a gardé la tradition, j'allais dire, du lustre, du bois, mais aussi de l'autre côté à Damas, vous avez des œuvres en bois ou avec de la sucre, avec du carrelage, qui vous donnent envie de rester plusieurs minutes à regarder. C'est ça le travail d'arabe. Et surtout, ce travail d'arabe, il faut savoir, cher Karim, cher Christophe, ça vient d'où? Ça vient du fait que la religion musulmane interdit de reproduire les visages humains. Et donc, pour que les intellectuels de l'époque, beaucoup plus ouverts que ceux d'aujourd'hui,
contournent cette interdiction religieuse de ne pas reproduire. Ouais. Et ils ont utilisé donc les lettres pour faire de la calligraphie. Et par exemple, on vous dessine un chameau, un chat, un chien, un éléphant, un oiseau surtout, avec l'écriture des lettres. Et quand vous voyez cette image de calligraphie, vous voyez à la fois la belle écriture arabe et vous déchiffrez cette écriture. Et donc, c'est ça le travail arabe. C'est un travail soigné, raffiné D'orfèvrerie. et d'orfèvrerie. Alors, je vous rassure, messieurs, Emmanuel Macron vient de faire un communiqué. Je vais bien. Et je vous rendrai compte chaque jour de mon état de santé. Il a été transféré, entre guillemets, de l'Élysée à Versailles hier pour se reposer. Ça s'appelle la traille ou la tran ou je sais pas quoi, Oui, le voilà, palais. Voilà. Brigitte, elle est restée à l'Élysée. Voilà, ils sont séparés, hein, les deux, pour le coup. Donc, il va bien, que tout le monde se rassure. Le président Macron se remet doucement, mais sûrement, de son Covid-19. On lui souhaite à lui, comme pour tous les Français touchés par cette maladie, même si c'est 0,5 de la population, on souhaite à tous un prompt rétablissement et que je crois qu'on est à 38 000 morts, on fait comme ça. Ouais, on est bien plus, mon cher Non, Tarek. 60 000. On approche des 60 000 morts. Ah oui, On est à 59. 59 et quelques. C'est-à-dire que la deuxième vague, elle a fait pratiquement autant de morts que la première. Voilà. J'ai vu qu'aux États-Unis, c'est pratiquement 450 000, presque un demi-million de morts. On a annoncé 600 000 au départ. J'espère donc pour le président de la République et tous les Français et tous les malades du monde, donc un prompt rétablissement. Et d'ailleurs, la civilisation arabe, cher Christophe, et la civilisation musulmane, contrairement à tous les discours que vous écoutez, on souhaite toujours la bonne santé et la guérison, y compris et surtout à ses ennemis et à ses adversaires, en espérant qu'un jour pouvoir soit parler avec eux, soit les convertir. En tout cas, on ne souhaite jamais la mort dans la civilisation arabo-musulmane, contrairement à tous les discours que nous entendons. Marine Le Pen a souhaité un bon rétablissement à M. Macron. Puis, pour compléter, pour une bonne et simple raison, c'est que quand on est un croyant, d'ailleurs, on n'a pas le droit au Dieu de mort sur qui que ce soit. Donc, non, par contre, je voulais, si tu me permets, Christophe, dire un petit mot là-dessus. D'abord, et moi personnellement, pour avoir été gravement touché par ce virus, j'espère qu'il va guérir rapidement. Par contre, je suis sidéré de certains commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était de la communication, comme quoi c'était un moyen d'aller faire croire demain, bah non, je vais pas me vacciner parce que j'ai eu la maladie, ou même j'ai vu des commentaires du type bien fait pour lui, etc. Enfin, je crois qu'à un moment donné, il faut pas tout mélanger, il faut arrêter de juger. Il est malade, ça c'est clair. Il essaye de gérer pour le mieux. Et je trouve ça très bien. Il aurait pu aussi faire le choix de disparaître de la circulation par les temps qui courent et puis avec tous les problèmes et puis d'aller se reposer, soigner. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut retrouver la raison et je me permets de le redire. Dans le doute, on s'abstient. Dans le doute, on se protège. Et la protection contre le virus, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire de quelques personnes. Voilà. Oui, juste on peut peut-être mettre un petit bémol sur la couverture médiatique de cet acte-là, parce qu'effectivement le président qui est touché, c'est une information importante, mais de là à en faire toute une journée en parlant et en racontant n'importe quoi, en passant son temps à faire du comblage sur les chaînes dites d'information, sur des choses qu'il aurait fait, pas fait, etc. machin. Moi, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de nous avoir effectivement culpabilisé, et à juste titre, sur le fait de respecter les gestes barrières. Lui, il le reconnaît aujourd'hui. J'ai peut-être pas fait les choses qu'il fallait. Bon, bah voilà, c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait éventuellement lui reprocher. Ce fameux dîner à 11 personnes qui a duré une éternité mercredi soir. Voilà, c'est tout ça qu'on peut éventuellement lui reprocher. Il aurait pu se contenter. Ah oui, mais mon Karim, quand on est président, on donne des... Il aurait pu se contenter des 6 personnes de Noël. Non, mais c'est vrai, on demande aux Français d'être pas plus de 6 atteints, mais ils sont 11. Honnêtement. Et pour le reste, j'en termine là. Moi, j'appelle ce que vous dites, cher Christophe, cette fameuse monothématique de l'information en France. Oui, mais c'est surtout fait ce que je dis parce que je... Non, mais je parle pas du président, je parle des médias. Aujourd'hui, s'il y a un attentat, qu'à Dieu ne plaise, là, à l'instant, il y a plus de maladie du président pendant 24 heures. Oui, c'est clair. Et c'est ça qui est dramatique. Moi, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, oui, ça c'est une réalité. Maintenant, il n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire, mais sa fonction est tellement compliquée et complexe, et que le distanciel reste quand même quelque chose d'assez difficile dans l'exercice. Donc, qu'il fasse des réunions
qui mettent les personnes à 2 mètres, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Le seul geste barrière efficace, c'est l'absence de rencontre. Hein. Voilà, on va résumer là-dessus. On l'a vu, il n'arrive pas à porter son masque, Karim. Arrête de lui trouver des excuses là où il n'y en a pas. Non, mais c'est pas ça. Un banquier, il défend toujours un banquier. Un footballeur, il défend un footballeur. Donc c'est normal. Moi, je défends tous les peuples. C'est une boutade. Mais de l'autre côté, ce que je veux dire, qu'est-ce que ça ressort, ça, en fait? Ça ressort que il y a un tel surplus de haine dans la population en ce moment. Ouais. Ça, c'est la réalité. Et je pense que les psychologues vont faire fortune bientôt. Il y a un tel surplus de haine qui est dû au côté anxiogène du virus, qui est dû à l'économie qui est suspendue, qui est dû à tous les problèmes. Enfin, à la mauvaise gestion aussi, tu peux en parler. Non, mais c'est aussi, ça fait partie, c'est un tout, à une mauvaise communication. Mais c'est une grosse partie quand même, Karim. Excuse-moi, quand on te confine, on te déconfine, on te reconfine, on te met un couvre-feu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, et moi, c'est ce que je retiens, il y a un surplus de haine, et cette haine, à un moment donné, elle va exploser. Voilà, et c'est ce qui va être dangereux pour notre société. Et pour moi, il n'y a pas un facteur, c'est l'accumulation. Et vous savez... moi, je redoute le 31 décembre. Parce que le passage, la fin de cette année, je ne sais pas si les gens vont être raisonnables ou pas pour la fêter. Non. Et moi, je la redoute. Hein. Personnellement, je la redoute. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Je pense que certains vont devenir fous. Abdelkrim qui nous appelle de Roy-Malmaison. Il n'est pas fou, lui, tout va bien. Hein, moi, Abdelkrim, ça va? Non, ça va, merci mon Dieu, je vais très bien. Bon, très bien. Soyez le bienvenu, mon cher Abdelkrim. Qu'est-ce qui vous amène? Merci beaucoup. Moi, déjà, c'est par rapport à la civilisation arabo-musulmane. Ouais. Et je vais pas tourner autour du pot et faut pas se mentir. Hein. On peut pas nous laisser réussir. Là, quand monsieur racontait les anecdotes, le patron de la radio, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Monsieur Mamie. Oui, monsieur, c'était juste pour dire, regardez, actuellement, moi, je suis dans le milieu médical. Il y a des... maghrébins d'origine quelconque qui ont inventé des opérations, des sutures, des choses incroyables, et quand ils font paraître leur revue ou leur... vous savez, le chef de service, il met son nom. Donc, tout ça, c'est pas anodin. Donc, voilà, le problème, c'est là. La France, personne ne pourra dire le contraire. Je suis assez érudit en histoire française. La France, elle a toujours volé les idées des autres, même si elle les a... elle a excellé parce qu'elle les a développées... mais elle a toujours volé les idées des autres. Que ce soit même en Europe, hein. Rappelez-vous juste l'histoire des miroirs italiens, des miroitiers italiens. C'est des histoires incroyables. Et c'est la même chose. Vous savez, il y a plein de choses qui se font. Comme là, on parle que de la maladie du président, oh, le pauvre, etc. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que nous les arabo-musulmans, faut qu'on arrive à sortir. Faut qu'on essaie de trouver le moyen. Vous qui êtes à la radio, etc., vous dites vous êtes une radio communautaire, etc., mais on n'accepte pas. Ici, on est dans un pays laïque. Alors qu'en Angleterre, la communauté, elle marche bien. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un endroit, et ça m'a choqué, hein, j'ai vu la vraie démocratie en Angleterre, dont l'endroit s'appelle Speaker's Corner. Ouais. Je connais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Si, on connaît. Ouais. En tout cas, moi, personnellement, je connais. C'est là-bas que j'ai appris la religion. Oui. C'est là-bas. J'ai vu des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des hindouistes, tout le monde. Et ils discutent. C'est vrai, il y a des tensions de temps en temps. Mais tout le monde discute. Tout le monde parle. Ici en France, on dit qu'on est le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, le pays de la laïcité. C'est pas vrai. Et ça, on n'arrive pas. Et ça, on a peur. Comme là, le monsieur qui a le même prénom que moi, il défend le président de la République. Mais c'est, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est liberticide. Il nous bloque. On n'a pas le droit. Karim, c'est pour toi ça. Sauf de défendre l'islam. Karim, réponse. Karim. Moi d'abord, j'assume toujours tous mes propos pour avoir été très gravement touché par le Covid, et je parle de l'homme, de l'individu. Je comprends pas qu'on puisse sur les réseaux sociaux souhaiter la mort de quelqu'un ou qu'il guérisse pas du virus. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi, je voulais vous dire, je n'ai dit que ça. On l'a eu. Attendez, eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, et nous, on est toujours en train de se taire ou quoi que ce soit. Faut laisser les gens s'exprimer, même si c'est mauvais. Je vous jure, en Angleterre, ils disent des choses graves. Mais je vous jure, ça s'appelle.
Même les gens qui sont belligérants. J'ai même rencontré un monsieur qui s'appelle Tommy, je sais plus quoi, là, du LEAD ou je sais pas quoi. Le gars, il est là pour écouter. Il comprenait rien à l'islam. Donc, Oui, si on n'arrive pas sauf à que discuter Abdelkrim aujourd'hui, dans ce pays qui s'appelle la France, et c'est pas Tarek qui va me contredire, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses, on est soumis à des règles émises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si on ne respecte pas certaines choses, qui lui-même suit des lois qui sont émises par le Parlement français. Voilà, c'est ça. Donc quand on nous parle de liberté d'expression, je peux vous assurer qu'ici, plus qu'ailleurs, vraiment, elle existe. Mais elle n'existera jamais totalement. Parce qu'il y a des choses, par exemple, si vous allez m'appeler un jour pour me parler de tel sujet avec vos mots, bah, je serai obligé de vous couper parce qu'on aura perdu ce qu'on appelle la maîtrise de l'antenne. Et dans ce cadre-là, après, la radio peut être sanctionnée, même si c'est vous qui le dites. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis tout à fait d'accord. Il faut des règles. Mais moi, je vous donne il en juste faut un des règles exemple quand qui même. est simple. Ouais, sinon c'est l'anarchie. Comment ça se fait qu'on a le droit d'insulter l'islam? Excusez-moi. Comment ça se fait et que le président ose dire devant Monsieur Sissi, alors que M. Sissi a sorti un argument, même si je ne l'apprécie pas trop, il a sorti un argument qu'il faut. Il y a des choses qu'il faut respecter. Moi, je suis dans le côté de respecter certaines choses. Mais comment ça se fait qu'on a le droit à l'insulte et à l'islam? Voilà, c'est tout ce que je demande. Et là, même vous, dans votre antenne, je ne comprends pas pourquoi vous n'essayez pas de développer. Parce que si on n'arrive pas à avoir une défense de notre religion, c'est bête à dire. Non, mais attendez. Moi, je suis pas là pour insulter qui que ce soit. Je veux juste être défendu. Non, mais voilà. Alors, si je peux me permettre, cher Christophe, et là, j'allais dire, c'est le directeur de la radio qui parle, c'est pas le chroniqueur du vendredi. Quand vous êtes dans un pays, quand vous êtes dans une maison, quand vous êtes dans un endroit quelconque, vous commencez par regarder les règles du jeu. J'ai un mauvais exemple, mais je le donne pour que les gens comprennent. Quand vous allez chez un ami qui vous aime beaucoup, que vous aimez beaucoup, quand il vous installe dans le salon, vous ne pouvez pas vous lever de vous-même pour aller à la cuisine, ouvrir le frigo et chercher une bouteille d'eau. Okay. Après, vous allez me dire, mais moi, je ne suis plus l'invité de celui chez qui je vais. C'est ce que j'allais vous dire. Non, mais ne vous inquiétez pas, parce que c'est un vieil... Vous êtes fort, monsieur Tariq Mani. Non, je ne suis pas fort. C'est un vieil argumentaire. J'ai dit donc, quand vous allez chez cet ami, après, il y a un mariage dans la famille, vous faites partie de la famille, donc vous êtes chez vous. Quelques-uns... J'ouvre le frigo. Non, quelques-uns diront, je ne peux toujours pas ouvrir le frigo, parce que je suis chez mon beau-père ou mon beau-frère, mais il y a quand même la règle ici, c'est la maman qui sert, donc je ne veux pas la vexer. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il faut toujours prendre l'histoire des civilisations françaises et anglaises, et en un mot, on dit que l'Angleterre et le système anglo-saxon intègrent par groupe humain, alors que la France intègre par individu, en dehors de groupes et de communautés. Et je termine par... Non, mais je veux vous laisser. Je termine. Vous savez, non. en anglais, ça n'existe pas. Eux, ils colonisent pas. Ah oui. Les Anglais, comme vous dites, ils apportent, ils grandissent, ils font agrandir. Nous, en France, excusez-moi. Non. Les Français ont colonisé. Non. Les Anglais ont colonisé aussi. Non. Je vais être plus grave alors. Là, je vais me revendiquer comme citoyen français. Parce que la France, avec sa colonisation, avec Bugeaud et avec tout ce qu'elle a fait, même si c'est d'abord pour les colons, elle commence par construire des routes dans tous les pays qu'elle a colonisés, une école, une mairie, un petit truc. En Angleterre, je vous invite à aller voir le film de Gandhi pour comprendre l'Angleterre quand elle arrive dans un pays comme l'Inde, elle cherche le minerai, par exemple le phosphate, elle construit une seule route directe entre le minerai ou la mine et le port qui va exporter donc le phosphate, et il n'y a rien... C'est droit au but, quoi. Non, mais il n'y a rien à 5 mètres à droite ou à 5 mètres de gauche de la route. Ça, pour moi, c'est la pire des colonisations. Donc, ça ne justifie pas l'autre. Je reviens donc pour la dernière chose. Moi, si vous voulez, quand on parle comme ça, je dis comment Mandela a fait pour gagner sa guerre. Comment Gandhi a fait pour gagner sa guerre. Et pourtant, ils étaient autrement reprimés que les musulmans de France aujourd'hui. Oui. Je termine par un point qu'on appelle en France le jacobinisme et le centralisme démocratique. Aujourd'hui, on nous parle d'une charte sur l'islam et des imams qui signent ou qui ne signent pas. Ça conteste et chacun est libre de cette opinion. La dernière fois que ça s'est passé, c'est juste après la Révolution, quand Robespierre voulait imposer une espèce de signature pour les prêtres
Les prêtres du Sud-Ouest ont refusé de signer. Résultat, cher Abdelkarim, 500 000 morts tués par l'armée française. On appelle ça les Chouans. Et les auditeurs de France Maghreb 2 qui n'ont jamais entendu parler de l'histoire des Chouans, Chouans, tapent sur Wikipédia et comprennent comment la France fonctionne. Donc, ce que je dis aux auditeurs de France Maghreb 2, faut connaître toute cette histoire spécifique à la France pour rebondir dessus et utiliser. La seule chose qui marche aujourd'hui en France, qui ne marchait pas pendant la colonisation d'Algérie, ce sont les tribunaux, notamment le Conseil d'État et les tribunaux administratifs. Avant-hier, il y a encore un tribunal administratif qui a cassé la décision du maire de Chalon-sur-Saône, qui a interdit le repas de substitution pour imposer le repas du porc quotidien. Donc, nous avons les instruments de nos batailles. Ces instruments, c'est le droit, l'école et le droit de vote. Si on utilisait ça, je peux vous dire, et j'ai assez d'expérience de ce côté-là, si on utilise ces 3 créneaux, je vous donne ma parole d'homme hors radio, qu'en 20 ans, la France, vous la reconnaîtrez plus. Merci mon Abdelkrim, c'est très intéressant, mais on n'a plus le temps. En tout cas, merci en tout cas, et à très bientôt. Bon week-end mon Abdelkrim. Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, il va nous faire le résumé de cette émission qui fut riche, intense comme d'habitude. C'est la belle histoire à suivre. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio pour ces quelques dernières minutes avec Karim Alouache, avec Tarek Mabi. C'est l'heure de la belle histoire, messieurs. Je vous propose d'écouter. La belle histoire, c'est à toi. « 13h. Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal de 13h, enfin plutôt le journal de 18h, et une amitié fraternelle depuis là-haut pour mon ami Jean-Pierre Pernaut, mon successeur au journal de 13h, car il a laissé un patrimoine en partage. Patrimoine en partage. Plus que jamais aujourd'hui, ce qui constitue l'identité profonde que chacune et chacun porte nous sert d'éternel repère pour nous rappeler qui nous sommes et où nous allons. Nos plurielles origines que tantôt nous interrogeons, tout en s'inscrivant dans une lignée comme individu, autant qu'une culture, tantôt que nous renions pour écrire une autre histoire, l'homme, pour évoluer, grandir, survivre, se cultiver, migre au gré des vents pour laisser la trace de son passage. Une empreinte peinte au mur de la Dounia, aussi visible que l'invisible grotte de Lascaux. Nos migrations sont un riche patrimoine en partage, où les langues se transportent, les civilisations s'entrechoquent, les origines s'accordent pour naître en de nouveaux jours métissés. Chacun de nous a la responsabilité de ce grand patrimoine, matrimoine même, que nos aïeux nous ont laissé. Je rends ici un singulier hommage au destin pluriel de milliers d'hommes et de femmes, nos pères, qui ont pris ce bateau vers l'inconnu pour donner un mieux vivre à leurs enfants et subvenir aux besoins de leur famille. Si pour moi, jadis, le pays de mes parents signifiait les vacances, il est aujourd'hui la source de mes origines, entre résilience de nos histoires et l'avenir de nos confluences espérances. Comme dirait ma chère Nawal, c'est notre partage qui fera le monde demain. Karim Alouache a posé les jalons du javelot sportif, où les talents le disputent aux talents. Le sport a-t-il un impact sur notre société? Oui, l'impact est rude quand un joueur se promène un ballon au pied pour aller droit au but se traduisant par un séduisant butin. Des millions transitent au travers nos transistors ou nos écrans de télé, même si le football français a cru que son championnat valait 1 milliard, faisant de Mediapro le média improvisé. Tout le milieu est responsable, de la Ligue au club en passant par la FFF. Quand on voit le résultat, les abonnés de Téléfoot diront le 25 décembre, Noël regrette. Reste que la politique n'est jamais loin. Quand Manuel, la valseuse, donne injonction de terrasser le prodige Benzema des villes, validé par un Didier Deschamps. Magnifique.
Ouais, ça, Heureusement, le sport est vecteur d'émotion et de culture et de cohésion sociale. Nous nous souvenons de 1998, de Zidane superstar, qui fera de nos bambins de futurs trésors de champions. Mais celui qui résume le mieux la situation, c'est Amadou de Grenoble. Alors, on accueille Amadou de Grenoble. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, moi, ce que je peux dire, tout simplement, c'est que la nature humaine, elle est compliquée. Vous savez, Benzema, c'est un peu comme Emmanuel Macron. Vous savez, il a le virus, et le virus des champs, il n'a pas voulu le faire. Donc, il y a une question d'immigration. Vous savez, les Arabes, ils font n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que Noël Le Graët, il a dit ça. Bon, en l'occurrence, il mélange tout, Amadou de Grenoble. Nous le saluons. Mais j'aurais préféré Pape Diouf, c'était plus clair. Oh, joli, il est placé, Diouf. Suivant le point de vue, la langue arabe est suivie par 250 millions de personnes en usage quotidien ou 2,5 milliards pour l'usage religieux. Nous avons une langue commune. Et cette langue commune, c'est l'amour. Je pense à vous, chers auditeurs, et je vous dédie d'ailleurs cette chanson qui vous illustre mon fraternel propos. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, prier des ombres et ton marché. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi, je pense à vous, et prenez soin de vous. Merci la belle histoire, prenez soin de vous, effectivement, un excellent week-end, bravo. La belle histoire pour cette chronique, bien entendu, une nouvelle fois, tu as excellé et as placé tous les mots qui t'étaient donnés en début d'émission. Merci monsieur Alouache, tu restes sur Paris? Un peu, et puis et un peu en province. Très bien, bon, peut-être la semaine prochaine donc. La semaine prochaine à Paris. Très bien. Semaine. Monsieur Bamy, il reste sagement vers Paris. Ben, il faut bien un gardien du temple. Très bien. Dans un instant, il est là, Samir Absdem pour l'émission Parler Islam. On n'a pas eu le droit à une petite imitation de notre ami Samir Absdem aujourd'hui de la belle histoire, mais ça sera pour la semaine prochaine peut-être. Quoique non, la semaine prochaine, on n'est pas là. Le 25 décembre, on va fêter Noël, nous, hein, attention. On est très laïque sur France Maghreb 2 et on fête tout, hein, bien entendu. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai complètement oublié de souhaiter de joyeuses fêtes de Hanouka à nos amis juifs qui ont célébré Hanouka cette semaine. D'ailleurs, il y a quelques politiques qui ont été allumés des bougies, etc. Voilà. Même monsieur... comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Ménard. Non, pas Ménard, l'autre, monsieur l'imam de Drancy. Qui s'est... Chalgoumi. Monsieur Chalgoumi, il a été allumé les bougies de Hanouka. Très très bien. Bon, eh bien, bonne soirée, bon week-end. Demain, on saluera Edith Piaf. Ah oui, demain, restez à l'écoute sur France Maghreb 2. Oui, si vous n'êtes pas sur Nostalgie ni sur Chéri FM, France Maghreb 2 a décidé cette année... Rien de rien. Voilà, eh bien vous l'entendrez demain ainsi que de nombreux tubes, puisque c'est vrai qu'un demi-siècle après sa mort, on continue de fredonner de nombreuses chansons de Madame Edith Piaf. Ouais, elle est née le 19, donc demain on est le 19 les amis. Et le 22 c'est mon anniversaire. Ah, très bien. Bon bah tu viens le 22 alors, vas-y, hop. D'ailleurs, en parlant de ça, mon ami Karim, tu sais que j'ai un petit cadeau pour toi si tu viens le 22. Et c'est pas n'importe qui va t'appeler pour te souhaiter un bon anniversaire. Je te dis que ça. Bon, si tu viens pas le 22, après tu fais ce que tu veux. Ça fait peur. Quoi. Ah oui, reste avec nous sur France Maghreb 2 dans un instant, Parler Islam. Ah bah écoute, le 22, je viendrai. D'accord, merci à tous. 18h un petit peu passé, le journal est dans un instant. C'est Parler Islam. Salut à tous, bon week-end, à lundi, ciao.